Throughout the course of several weeks, we explored the archives of the British Council in the period between 1960 and the 2000s. We were able to extract the information which comprises this report after researching hundreds of photographed documents. The following report summarises the key findings and the different stages of development of the British Council in Senegal. Depuis 2019, on a commencé une structuration où on fait des clusters. Donc des clusters par rapport à l'Est, l'Ouest, le Nord. Donc on a eu les clusters là. Donc on a un leadership régional et puis on a un leadership de cluster. Par exemple, nous, c'est West Africa. Donc tout ce qui est finance, il y a un West African Cluster Lead. Tout ce qui est Teaching Center, il y a West African Cluster Lead. Maintenant, récemment, il y a eu des changements, par exemple, où on a allié Afrique de l'Ouest et Afrique du Nord, donc en un seul cluster. Donc il y a beaucoup de changements qui se passent. Je pense qu'au British Council, c'est ce qui fait notre force, c'est le fait qu'on puisse s'adapter rapidement, quelle que soit donc, la situation de ce qui se passe dans le monde ou bien dans l'Afrique. On s'adapte très facilement par rapport à certains aléas et on crée des équipes pour faire face à ces challenges-là très très vite. Donc c'est ça en fait, parce qu'il y a eu beaucoup de changements, surtout après Covid. Je faisais vraiment du travail pour amener les gens, les professeurs d'anglais et les apprenants à accéder à nos ressources gratuites en ligne, que ce soit pour Learn English pour les apprenants ou bien Teaching English pour ceux qui enseignent l'anglais. On a développé, donc, pour répondre à la question de tout ce qui a été développé pour faire face aux nouvelles techniques d'apprentissage de la langue. On a vraiment développé beaucoup de contenu, non seulement sur le plan global, mais aussi sur le plan régional, en Afrique subsaharienne. En 2018, par exemple, on a développé du contenu pour les apprenants dans la langue anglaise qui, par exemple, n'avaient pas accès à nos formations qui sont payantes. Donc il y avait beaucoup de contenus qui ont été développés, que ce soit pour les audiences à la télévision, où on a eu Katie qui a fait des vidéos où il donnait des astuces pour les apprenants de l'anglais, qui sont débutants. On a également eu à créer des programmes radio pour ceux qui ont un peu plus, donc par exemple ceux qui ont dans la tranche d'âge 30-35 ans ou qui consomment beaucoup la radio. On a créé du contenu pour ceux-là qui apprennent l'anglais via la radio, où on a fait beaucoup de tournées, non seulement au Sénégal, mais dans les autres pays de l'Afrique, Afrique francophone surtout. Et puis on a aussi créé du contenu pour les journaux. Il y a eu des articles qui ont été créés. Et ce contenu a été créé en pensant d'abord au contexte. Qu'est-ce qui marcherait ici? Quel contenu allait vraiment susciter l'intérêt des gens qui sont au Sénégal, qui sont en Afrique de l'Ouest. Par exemple, en termes de développement, par exemple, ce qu'on fait et ce qu'on a fait pour English Ranks, par exemple, c'est qu'on a fait 1 an de recherche. Donc il y a eu beaucoup de travail préliminaire qui a été fait pour comprendre le contexte, comprendre notre audience, quel besoin se trouve donc au Sénégal, quel besoin se trouve non seulement à Dakar, dans le centre-ville, mais dans les régions. Donc on a fait les coins les plus reculés du Sénégal pour comprendre les besoins. Et c'est à partir de là qu'on a développé tout le contenu, toutes les ressources qu'on a utilisées pour atteindre une large audience d'apprenants et de profs d'anglais au Sénégal. Donc pour me présenter, moi je m'appelle Steve Diop. Je suis au British Council depuis 2015. J'ai commencé très bas. J'ai été surveillant aux examens.
C'était un poste temporaire où voilà, je venais les week-ends surveiller les examens. Donc à partir de là, bon, j'ai un peu prouvé mes aptitudes donc, dans ce service-là. Et ce qui m'a promu voilà, d'être coordinateur des examens pendant 4 ans. Et avec la passion que j'avais pour le marketing, donc dès que j'ai vu l'opportunité voilà, de couvrir les activités marketing d'un nouveau projet English Connect en 2019, bah, j'ai postulé et voilà, depuis lors j'ai eu un poste régional où j'ai couvert bon, ça commence avec 12 pays, après c'est parti à 17, après c'est parti à 27, après ça couvre toute l'Afrique. Donc j'ai vraiment j'ai eu un cursus intéressant, surtout par rapport donc, au travail que j'ai pu mener dans le digital pour faire la promotion des ressources pour les apprenants et pour les profs d'anglais. Donc j'ai travaillé dans tout ce qui est marketing digital depuis 2019 et c'est ce que je fais encore, même si mon poste bon, a un peu switché, où je couvre encore beaucoup plus de projets. Avant c'était juste English Connect, maintenant c'est English Programs qui a 3 volets. English in Education and English for Empowerment. Donc vraiment voilà, couvrir toute l'Afrique subsaharienne avec voilà, tout ce qui est, même si le focus maintenant on est axé sur les professeurs d'anglais. Et le but c'est vraiment d'impacter les profs d'anglais pour qu'à leur tour ils puissent passer leur expertise, voilà, tout ce qu'ils ont pu prendre donc de positif sur le projet, sur les ressources, et de passer ça donc à leurs apprenants. Moi, c'est Papa Thiam. Je suis présentement professeur d'anglais au British Council. Mais il faut dire que j'ai fait mes études ici à l'université de Dakar, devenue université Cheikh Anta Diop. Ensuite, en année de maîtrise, je me suis inscrit à l'école normale supérieure pour faire une formation. J'ai déjà commencé une carrière à Ziguinchor où j'ai fait tout juste 2 ans. J'ai migré au nord pour aller à Charles de Gaulle, où j'ai enseigné de 1984 octobre à 86. Je me suis reconnecté avec le British Council, pour lequel j'ai travaillé à distance dans les régions, donc c'était tout à fait facile de continuer le travail qu'on avait entamé il y a de cela une vingtaine d'années auparavant. Je me souviens d'abord avoir bénéficié d'une bourse du British Council pour mon premier voyage en Angleterre, où j'ai fait un cours d'été à Dufferin House Conference Center, qui est à 7 km de Cardiff, Vocabulary and Lexis in EFL Teaching, où j'ai partagé une formation assez intéressante avec quelques collègues venus d'Afrique, deux, je crois, du Nigeria, et le reste de différents pays d'Europe. On a vraiment échangé et je crois que ça m'a ouvert les yeux par rapport à la nécessité de s'ouvrir aux autres pour s'améliorer par rapport au travail que nous faisons. Et cet appui du British Council a été un appui assez permanent parce que déjà en 92 ou 93, je me souviens des sessions de formation que le British Council finançait pour des séances de formation des professeurs dans les départements pour 3 jours. Et moi-même, j'ai été coopté pour animer ces formations à Sédhiou, Vélingara et à Kolda. Et c'était le même schéma dans plusieurs régions pendant plusieurs années. Du coup, on comprend aisément que l'appui du British Council pour l'amélioration de la qualité des enseignements, au-delà de l'aspect appui aux expressions culturelles, est quelque chose qui a été constant depuis la présence de cette organisation jusqu'à nos jours. Merci. Je crois que la dynamique a été plutôt ascendante, hein, parce que si on retourne à la visite de Sa Majesté la Reine Elisabeth II au début des années 60, où il s'agissait d'appuyer les parlementaires sénégalais dans l'apprentissage de l'anglais parce qu'il y avait cet aspect visionnaire du feu président poète Léopold Sédar Senghor
qui déjà sentait l'importance de l'anglais pour ce pays-là. Cela est allé crescendo avec la mise sur pied de l'Institut sénégalo-britannique, qui au début des années 70 a été cédé au gouvernement du Sénégal. Et moi-même, j'ai travaillé avec l'Institut britannique dans les régions, l'Institut sénégalo-britannique, pour la formation des personnels de l'État, avec des cours subventionnés, avec GMACS. Donc, du coup, il y a eu beaucoup d'appui à l'amélioration de la qualité des ressources humaines, mais aussi à l'appui à la formation et au programme innovant pour mettre l'enseignement de l'anglais au goût du jour. Et cela a été quelque chose de très, très enrichissant. Ça a continué avec l'appui que le British Council a toujours octroyé aux organisations de professeurs d'anglais telles que ATES, Association of Teachers of English in Senegal, mais surtout le programme phare qui a été la formation des profs avec un séminaire de formation de 15 jours à Saly, qui a eu le nom de Saly Seminar, dont moi-même j'ai bénéficié. Ensuite, c'est passé avec les contraintes budgétaires à 1 semaine. Et ensuite, on a externalisé. Mais je crois que présentement, il y a une présence vraiment importante du British Council à travers le programme English Connects, qui donne des ressources numériques et un appui conséquent aux enseignants pour qu'ils puissent dérouler leur mission de façon beaucoup plus efficiente. Et il en a été de même avec des générations d'enseignants qui ont, par exemple, des collègues doyens comme Muntaga Diop, et des collègues de ma génération, Moussa Diouf, Malik Fall Djankha, et j'en passe, ils ont bénéficié de formations à Lancaster où ils ont fait un inspector's course pendant 6 mois. Il y a eu des programmes et tout cela a été financé par la coopération britannique à travers le British Council. Puisque ma formation est avant tout une formation académique, bien qu'ici on travaille beaucoup sur le business English, donc l'anglais destiné aux affaires et aux entreprises, je crois que le focus dans ma collaboration avec le British Council a été surtout dans le domaine pédagogique, d'abord et didactique, d'abord dans le cadre de la formation des professeurs, où j'ai eu déjà à être coopté par le ministère de l'Éducation pour accompagner les formations destinées aux enseignants au niveau de Saly, où j'ai fait le mentorship, accompagner les stagiaires pour ces formations pendant 1 semaine pour les aider à présenter un projet final. Déjà en 2002, j'étais avec 7 autres collègues qui étaient tous des teacher advisors. Et cela aussi nous a aidés par la suite dans notre travail d'encadrement de tous les jours. Je crois que l'un dans l'autre, quel que soit le domaine dans lequel le British Council a appuyé l'État du Sénégal depuis donc les premières années, la constance a été là et il est évident que les résultats se sont fait sentir dans tous ces secteurs d'activité que vous venez citer. Oui, je crois que beaucoup d'autres opportunités ont été offertes et de façon diversifiée. Par exemple, l'introduction des nouvelles technologies et du net a créé une révolution extraordinaire et le British Council a suivi en accompagnant les étudiants avec des ressources numériques, les profs, mais aussi les étudiants. Par exemple, ici, dans cet espace, il y a un Wi-Fi qui est gratuit pour les étudiants. Ils peuvent accéder directement au site du British Council où ils apprennent à tout moment. Il y a des applications qui leur sont destinées et qui sont gratuites. Donc, avec les nouvelles technologies, les jeunes se mettent à apprendre tout seuls. Ils n'ont pas nécessairement besoin d'un prof qui est là tout le temps pour les appuyer. Il est évident que le travail que nous faisons sur place est plutôt axé sur la communication orale. On aide, parce que c'est là où le bas blesse au niveau des études d'anglais
de façon générale au Sénégal. L'approche est très, très classique, si vous permettez le terme, au niveau de nos institutions scolaires et même universitaires. Par exemple, nous recevons beaucoup d'étudiants de licence, de master, qui viennent ici uniquement pour parfaire leur pratique orale. Donc, du coup, j'ai le sentiment que beaucoup plus de jeunes parlent mieux anglais avec l'appui du British Council. Il y a des clubs d'anglais de jeunes gens qui sont des amoureux de l'anglais et qui viennent ici les week-ends et qui animent un club qui est appuyé par le British Council. Et cela date déjà de plusieurs dizaines d'années. Et beaucoup d'animateurs de ces clubs ont pu gravir les échelons et certains ont même rejoint le staff du British Council. Et cela est indubitablement une réussite et un exemple à dupliquer. Voilà. Avec les mutations au niveau international et le British Council étant par essence une organisation internationale avec surtout le Commonwealth, on a des collègues qui viennent du Nigeria, qui viennent d'autres pays anglophones et aussi des ressources qui sont puisées du sérail local. Et je crois que ça fait un bon mix et il y a une parfaite convivialité. Les gens, ils travaillent dans une ambiance très, très relaxe, mais très, très professionnelle. Et je crois que cela dénote de la vitalité de ce type de coopération qui permet de s'ouvrir aux autres et d'aller de l'avant, mais ensemble et dans la diversité. Je crois que ça, c'est quelque chose de très important à souligner. Je suis Ibrahim Nior, je suis ingénieur matériaux de formation et mon travail consiste à faire le choix des matériaux pour fabriquer des produits, des pièces et des infrastructures. Oui, alors effectivement, ce projet s'appelle Prototype City, donc c'est un projet à l'initiative du British Council et l'idée en fait c'était de faire un lien entre l'art et le développement durable. Donc puisque je suis donc dans les matériaux de construction, je me suis dit que ça pouvait être intéressant d'être dans une logique d'incubation pour des jeunes architectes et un peu les exercer, ou plutôt nous exercer à trouver des solutions communes. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place une série d'ateliers à thématiques, notamment sur l'architecture traditionnelle. L'idée, c'était de voir un peu ce que nos ancêtres ont eu à réaliser en termes de construction et essayer de les actualiser. Donc il y avait ça, il y avait l'architecture bioclimatique, donc tous les principes pour réduire un peu l'impact sur l'environnement des bâtiments, en même temps assurer le confort des occupants. Et aussi, on avait travaillé sur des aspects de végétalisation, comment on peut remettre au cœur de la cité le végétal. Donc voilà, c'était à peu près ça. Et au sortir de ces différents ateliers, donc ces architectes-là ont proposé des projets assez intéressants. On a eu des projets d'école écologique, on a des projets d'aménagement, on a des projets d'espaces verts, etc. Donc voilà, c'était vraiment très intéressant. Et voilà. Donc du coup, à la fin du processus, ou plutôt du programme, on a fait un talk pour un peu ouvrir la discussion. Parce qu'au tout début, Prototype City, c'était vraiment fait de manière un peu restreinte. Donc il y avait des candidats qui avaient été sélectionnés, on avait des intervenants de divers profils, on avait des architectes, des urbanistes, des ingénieurs génie civil, des environnementalistes donc, qui étaient avec nous. Mais pour le talk, c'était un peu pour l'ouvrir à plus de personnes. Donc voilà. Lors du talk, on a évoqué plusieurs thématiques. Forcément, il y avait la construction durable, mais on a parlé des aspects de végétalisation, de la gestion des déchets. Même, on a parlé de la question de la mobilité, qui est problématique, notamment à Dakar. Donc, l'idée, c'était vraiment voilà, de créer une sorte de plateforme d'échange. C'était important dans la mesure où, à titre personnel, ça m'a permis de créer un lien entre l'art, les matériaux et le développement durable. Donc ça, c'est le premier point. Et le second point, c'était une plateforme d'échange, en fait, parce qu'il y a des spécialistes, des experts que je ne connaissais pas, personne interposée, et j'attendais juste l'occasion de pouvoir les interpeller pour travailler avec eux. Et donc, du coup, Prototype City, c'était cette opportunité-là qui nous a été offerte. Et un autre élément concernant Prototype City, c'est qu'avec l'anglais, tout simplement, c'était aussi un outil d'ouverture vers l'international, mais aussi un outil d'intégration sous-régionale, parce qu'on l'oublie souvent,
on a comme l'impression que nos voisins, notamment du Nigeria ou du Ghana, on a l'impression qu'ils habitent à des milliers et des milliers de kilomètres, alors que c'est juste à côté, sachant que nous avons à peu près les mêmes contextes socio-économiques, bon, à quelques différences près, les mêmes contextes environnementaux. Donc, il y a certainement des solutions qui ont été éprouvées dans ces zones-là qu'on pourrait nous répliquer. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire une collaboration, ou plutôt une sorte d'échange entre pays dans un même contexte, quoi. Donc, c'est ce que ce programme-là a notamment permis de faire, quoi, ou de réaliser. Mais on prévoit de poursuivre les activités, toujours dans la même dynamique, de co-construire des solutions et après derrière de communiquer là-dessus, parce que je pense que ça c'est bien, il y a un volet de sensibilisation qui est très important. Voilà pourquoi dans la première phase, on a réalisé des capsules vidéo donc, qui présentaient un peu ces projets et l'idée maintenant c'est de poursuivre avec d'autres activités. On est en train de réfléchir comme sur le format, mais ce serait vraiment dommage d'arrêter cette dynamique-là. Cependant, on a commencé à travailler avec ces différents experts qui ont participé à ce programme. Ça, c'est quelque chose qui est en cours, mais pas sous la coupole Prototype City, mais c'est pour dire que Prototype City a permis ne serait-ce que ça. Je pense que c'était un peu l'idée qu'on avait, c'est-à-dire que dans un premier temps, il fallait concevoir ces projets et après, derrière, aller voir soit les collectivités locales, parce que du coup, ces projets, elles ont un contexte qui est réel. Donc, elles ont des sites d'emplacement qui ont été identifiés et les contraintes également de ces sites d'emplacement ont été bien identifiées. Un programme architectural a été défini avec vraiment les différentes fonctions de manière à ce qu'il y ait une adéquation entre les besoins et donc, du coup, en réponse, ce programme-là. Et ce qu'on pourrait faire, du coup, c'est demander des financements pour pouvoir réaliser ces projets-là. Donc, c'est un peu la dynamique. Après, comme je dis, ça peut paraître ambitieux dans un premier temps, mais c'est un peu ça l'objectif. Donc, concernant ta question sur ce que l'anglais permettrait à l'échelle sous-régionale, comme je le dis, je pense que c'est un support d'intégration, dans le sens où, déjà, c'est la langue qui est la plus parlée, et on est dans une région dans laquelle il existe plusieurs dialectes. Donc, au Sénégal, on a le Wolof et on en a plusieurs autres. Et dans les autres pays, c'est pareil. Donc, je pense que si on a une langue commune, ça nous permettrait déjà de support d'échange. Ça, c'est le premier point. Et le second point, je considère qu'on est sur la même zone et on a quasiment les mêmes problématiques et les mêmes enjeux. Donc, le fait d'avoir comme support l'anglais ou le British Council, ça nous permettrait de fluidifier un peu les échanges qu'on a sur des thématiques plus ou moins variées. Parce que dans Prototype City, on avait, comme j'ai dit, l'aspect construction, l'aspect végétalisation. Et tous ces éléments-là, ce sont des sujets sur lesquels il faut une certaine expertise. Il faudrait qu'il y ait des solutions qui soient éprouvées. Nous, en local, on a quelques solutions, mais elles ne sont pas forcément éprouvées dans le temps. Mais si on essaie de voir ce qui se fait à côté, il y a certainement des solutions qu'on peut répliquer, mais qu'on va contextualiser. Donc, c'est vraiment ça que ça servirait. Ce lien que l'anglais pourrait faire, tout simplement. Je considère effectivement que l'anglais devrait faire partie de la formation initiale de toute expertise par ailleurs, notamment sur des questions architecturales. Et ce qui est quand même intéressant de souligner, c'est qu'en général, même en termes de ressources documentaires, on a beaucoup plus de documents en anglais que dans d'autres langues. Donc ça montre que c'est une langue qui nous permet d'avoir accès à un maximum d'informations sur des sujets divers et variés. Donc effectivement, je confirme.